collectivités territoriales et quelles sont les conséquences pour les usagers sur la qualité du service public. Voici quelques-unes des questions posées par les sénateurs. Ils ont entendu cette semaine Daniel Canepa, préfet de la région Île-de-France, et Jean-Marc Rebière, président du Conseil supérieur de l'administration territoriale. C'est donc ces deux auditions que je vous propose de voir ce matin. Bonne matinée à tous. Monsieur le préfet, merci d'être là, de nous avoir rejoints. Merci à mes collègues d'être présents pour l'audition de monsieur le préfet de l'Île-de-France de Paris sur un sujet dont j'imagine qu'il connaît bien et sur lequel il peut nous apporter à la fois son regard, son vécu, son expérience. Peut-être nous faire le point sur la RGPP telle qu'elle a été conçue. A-t-elle rempli les droits objectifs prioritaires qu'elle s'était donnés? S'est-elle passée en bonne coordination avec les collectivités? A-t-elle eu, au-delà de ce que nous ont dit les ministres sur les bienfaits financiers, on entendra aussi la Cour des comptes, on entendra aussi le voix dessus. Est-ce que vous pensez-vous, dans la prochaine phase, comment faut-il la faire au vu de ce que vous avez vécu dans la première phase? Alors, c'est peut-être ce qui nous intéresserait vraiment, c'est une réforme de l'État qui s'est faite surtout dans l'État. À vrai dire, le président de l'AMF que nous venons de rencontrer dit ça a plutôt été une information pour les collectivités qu'une concertation. Aujourd'hui, on a informé, moi j'ai vu sur le terrain comment ça s'est passé, mais comment vous, aujourd'hui, de ce côté-là, vous le vivez, avez-vous assez les moyens pour assurer vos missions? Aujourd'hui, pouvez-vous le faire dans de bonnes conditions? Je rappelle que l'objet de la mission, monsieur le préfet, c'est d'abord de mesurer l'impact sur les collectivités locales avec lesquelles vous travaillez étroitement. Voilà. Alors, si vous pouvez nous faire un petit propos introductif, et puis ensuite, mon ami, monsieur le rapporteur et mes collègues pourront vous poser des questions, et nous terminerons dans l'heure qui nous a impartie de façon à ne pas vous mettre en retard pour la suite de votre journée. Merci à vous. Merci, monsieur le président, mesdames, madame, messieurs les sénateurs. Tout d'abord, donc merci d'avoir invité le président de l'association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Donc en tant que président de l'association, évidemment, il a un propos entièrement libre. Si vous interrogez plus tard le préfet de région d'Île-de-France, il aura un propos libre, mais un tout petit peu moins. Donc au niveau de la réforme, contrairement à ce qui a été souvent dit, cette réforme, à mon sens, au moins pour l'administration territoriale de l'État, puisque c'est l'objet premier, c'est pas l'ensemble de la révision générale des politiques publiques, c'est plus précisément la réforme de l'administration territoriale de l'État, autrement dit la REAT, qui vous intéresse au travers de mes propos. Je dirais que, contrairement à une idée reçue, ça n'est pas une totale rupture par rapport à ce qui avait été engagé précédemment. Je connais assez bien le secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui officiait entre 2003 et 2006 pour dire qu'il y avait d'ores et déjà un certain nombre d'expérimentations qui avaient été lancées, qui poursuivaient des buts relativement proches, pour ne pas dire identiques, de ceux recherchés par la réforme de l'administration territoriale de l'État en 2007-2008. Quels sont-ils, ces objectifs? Ils sont d'abord une meilleure lisibilité de l'État dans sa dimension territoriale, la multiplication des administrations territoriales de l'État et de leur représentation tant au niveau régional qu'au niveau départemental faisait qu'il y avait ou un manque de lisibilité ou un jeu pervers au niveau des services de l'État, dans la mesure où ils pouvaient avoir sur chacun des problèmes des visions susceptibles d'être différentes, voire contradictoires, et par conséquent d'introduire le trouble, le doute ou l'utilité, suivant le cas, des collectivités territoriales ou de leurs représentants. Donc, premier effort, celui de la lisibilité
et de la cohérence de l'action de l'État, tant au niveau régional et au niveau départemental. Quand je dis que c'est finalement la poursuite de l'engagement d'un effort qui avait été fait à partir de 2004, c'est parce qu'il y avait déjà des germes entre des expérimentations qui avaient été lancées de rapprochement, fusion de la DRIR et de la DIREN au niveau régional, ou bien au niveau départemental de fusion DDE-DDA dans certains départements qui avaient été engagés et qui étaient allés à leur terme. Et puis il y avait aussi des visions qui n'ont pas été suivis plus tard, ceux de rapprochement entre les services de l'emploi et les trésoriers payeurs généraux, notamment une expérimentation qui avait été lancée à Lille et qui n'a pas été un succès en cela, si ce n'est d'ailleurs qu'il a inspiré d'une certaine façon, très immodestement, la position du gouvernement en 2007 qui a rapproché effectivement ce qui était financier de l'emploi. Donc on peut toujours espérer qu'on ait inspiré quelque part une réflexion sur le rapport entre les finances et l'emploi. Voilà un petit peu premier thème, donc la visibilité, la cohérence des services de l'État. Ma réponse sur la question « a-t-on réussi ?» Je dis oui. Oui, sans nul doute, simplification, puisque autour de la table du Conseil, ce que j'appelle là aussi de manière inconséquente le Conseil d'administration de l'État, c'est-à-dire le CAR, il y a beaucoup moins de monde, il y a donc six grandes directions, plus celles qui ont été confirmées, si je puis dire, je pense évidemment au rectorat, ou bien à l'agence régionale de santé qui, elle aussi, a connu des évolutions, mais qui, dans l'ensemble, répond en partie à ce qu'était l'agence régionale de l'hospitalisation. La deuxième caractéristique, à mon avis, de la réforme de l'administration territoriale de l'État, c'est le renforcement de l'échelon régional. Là aussi, ça s'inscrit dans une continuité parce que progressivement, et ce depuis les années 70-80, il y a eu une évolution régulière pour renforcer le niveau régional. Pour des raisons évidentes de coordination et de nécessité d'avoir une action que les politiques publiques soient conduites sur un dispositif géographique plus large que le seul département. Et puis aussi parce que il faut, et là on le dit moins, mais parce que il y a certains ministères qui avaient moins de moyens que d'autres et qui n'avaient d'expression qu'au niveau régional, d'où une espèce de convergence d'intérêts à la fois d'une part et d'autre part de volonté effectivement de renforcer le niveau régional. Ça s'est traduit d'ailleurs dans le décret de 2004 qui a été pris et qui renforçait véritablement le rôle du préfet de région dans la conduite des politiques publiques, et ça s'est accentué, ça s'est réaffirmé de manière plus forte encore. Donc en 2010, je crois que c'est la date à laquelle a été pris un nouveau décret pour fixer l'organisation territoriale de l'État, notamment les entre le préfet de région et les préfets de département. Donc, renforcement du niveau régional qui se traduit d'ailleurs par une dichotomie au niveau de l'organisation de l'administration de l'État. Vous avez au niveau régional une logique qui se décline à partir de l'administration centrale. Les directions régionales, pour l'essentiel, correspondent aux principaux ministères qui ont une action ou des actions de politique publique sur le territoire métropolitain ou l'outre-mer d'ailleurs. Et puis vous avez un autre niveau qui est le niveau départemental qui obéit à une logique différente. Ce n'est plus une déclinaison des administrations centrales contrairement à ce qui se faisait précédemment, mais bien une vocation à avoir une démarche beaucoup plus intégrée
est de nature totalement interministérielle, d'où les directions interministérielles qui existent au niveau du département. La troisième caractéristique, à mon sens, de cette réforme alors, sur ce point, je veux dire, c'est un constat plus qu'une réalité, c'est le constat que l'échelon régional renforce pour l'État, en tous les cas, renforce sa conduite au niveau des politiques publiques, avec les difficultés que ça a pu d'ailleurs générer dans l'esprit de mes collègues de département qui, au cours des années 2008-2009, ont eu un certain nombre d'interrogations qui aujourd'hui ont trouvé leur réponse pour la plupart dans la définition d'ailleurs, j'allais dire plus précise de ce ou du contenu du pouvoir d'évocation. En un mot, si vous voulez, on y reviendra si vous le souhaitez, mais le pouvoir d'évocation, les préfets de département craignaient qu'il y ait un court-circuit de du niveau départemental et que bon nombre d'élus, considérant qu'il y avait une capacité d'appel sur tout ou partie des politiques publiques, avaient, selon eux, aurait tendance à s'adresser directement au préfet de région, ignorant le préfet de département. En fait, la définition du pouvoir d'évocation a été bien précisée par une circulaire de 2010 aussi, qui vise à limiter le pouvoir d'évocation à des questions de nature générale, donc pas sur les cas individuels, d'une part, ce qui est très important en l'occurrence, et puis sur des questions de principe, donc moins des questions qui intéressent directement telle ou telle affaire précise. Donc la troisième dimension importante, me semble-t-il, de la réforme de l'administration territoriale de l'État, c'est d'avoir une vision qui est, enfin qui cherche en tous les cas à être différente suivant l'endroit et l'emplacement considéré, variant d'une région à l'autre ou d'un département à l'autre. C'est-à-dire, en fait, et c'est intéressant, même si je vous le dirai après ce que j'en pense, je crois que c'est une recherche intéressante parce que elle entre véritablement en conflit, enfin, en tous les cas, elle constitue une rupture au niveau de la réflexion par rapport à ce qui est couramment admis en droit administratif français, c'est-à-dire en tout point, en tout lieu, une organisation totalement identique. On a un effort timide, sans doute, mais un effort pour modifier un peu le raisonnement et essayer d'introduire le principe d'égalité dans son objectif et non pas dans ses moyens. À savoir, très simplement, que l'organisation territoriale dépend des besoins du territoire et dépend, j'allais dire, des aspirations des citoyens qui vivent sur le territoire. Alors je dis évidemment c'est modeste parce que le poids des administrations centrales n'est pas totalement absent de toute réforme administrative de l'État et donc il y a une volonté des administrations centrales d'avoir un système identique en tout point du territoire. Néanmoins, il y a quelques points qui sont intéressants à noter. D'abord, c'est l'appréciation de l'importance démographique du département. Donc, dans les départements les moins peuplés, il y a 2 directions interministérielles. Dans ceux qui le sont plus, il y en a 3. Il y a la prise en compte évidente, mais qui ne l'était pas forcément dans l'esprit d'un certain nombre de responsables au niveau central, une dimension qui prend en compte d'autres phénomènes, les phénomènes physiques. Je pense au bord lorsque les territoires régionaux bordent les océans, eh bien, on intègre la dimension de la mer dans les directions régionales qui sont compétentes en matière d'aménagement du territoire.
On a également, et excusez-moi là de cibler un peu la région d'Île-de-France, on a une organisation sensiblement différente en région d'Île-de-France, compte tenu du poids à la fois de cette région, 12 millions d'habitants, mais également en fonction des problèmes les plus lourds qui s'y posent. Je pense notamment aux problèmes de logement et d'hébergement d'urgence, et c'est la raison pour laquelle il y a une direction régionale spécifique qui a été mise en place pour répondre à cette difficulté. Alors, je disais, bon, bien sûr que c'est un effort considérable par rapport aux normes juridiques en vigueur dans nos sciences administratives françaises. On est loin du compte parce que il est évident que dans ce qui avait été suscité ou proposé, on souhaitait, enfin certains en tous les cas, dont l'association du corps préfectoral, souhaitait aller plus loin en termes de différenciation en matière d'organisation pour mieux répondre, encore une fois, aux besoins du territoire sur lequel on exerce nos activités. Voilà les trois points qui me semblent majeurs de la réforme. Sur les 3 points, à des degrés divers, comme je vous l'ai indiqué, c'est plutôt un succès. On a une meilleure coordination, une meilleure lisibilité normalement sur le terrain, même si on a choisi, comme à l'habitude, des sigles totalement incompréhensibles. Enfin, ça c'est un grand sens français. Et puis on a véritablement essayé ou mis le pied dans la porte pour avoir une présentation différente en fonction des endroits où on exerce nos activités. Alors, ça serait limité que de dire, au fond, la réforme de l'administration territoriale de l'État doit être réduite à une simple réorganisation des services de l'État. Il y a aussi autre chose que vous avez bien visé et qui intéresse nos concitoyens et les collectivités territoriales, c'est au fond d'avoir dans l'esprit, je pèse mes mots là parce que ça peut être retenu contre moi, mais dans l'esprit, un certain nombre d'évolutions de même nature que ont eu les réseaux bancaires il y a seulement 20 ans ou à peu près, donc on est en avance, c'est-à-dire de mieux utiliser en fait les ressources de la technologie pour passer d'une administration que je qualifierais d'exécution et de guichet à une administration plus de conseils, d'orientation et de matière grise. Alors, c'est pour moi l'essentiel, en fait, de la réforme de l'administration territoriale de l'État, et c'est celle, sans doute, sur laquelle il faut réfléchir pour avoir une nouvelle étape, plus que la première. Des exemples de cette évolution qui a été lancée dans les années 2004-2005. Alors, c'est pas qu'on ramène tout ça, mais enfin, toutes les évolutions et toutes les réformes demandent du temps dans notre pays, peut-être pas seulement dans notre pays d'ailleurs. Donc, on a lancé, si vous voulez, un certain nombre d'utilisations de moyens moderne au niveau de la confection des passeports, au niveau des cartes nationales d'identité, et ça intéresse évidemment les collectivités territoriales. On a également renforcé, j'allais dire, la centralisation relative au niveau du département en matière du contrôle de légalité. Alors les deux façons d'ailleurs sont un peu, enfin les deux approches ou les deux exemples que je donne sont un peu différentes. Au niveau des cartes d'identité et des passeports, on est bien dans une logique de moins de guichets et de plus d'utilisation des moyens modernes pour confectionner la carte d'identité et le passeport et pour finalement rapprocher
le service du consommateur par rapport au producteur. Je pense également d'ailleurs à la carte grise, où on a ouvert, si vous voulez, la possibilité de faire établir au moins toute une partie du travail des cartes grises par des tiers qui agissent en quelque sorte comme collaborateurs du service public. Donc on est bien là dans une logique où on a moins de personnel, de cadre C pour parler administration, et moins de guichets, moins de réception du public, et donc facteur à la fois d'économie et d'externalisation d'un certain nombre de fonctions. Et puis, au niveau du contrôle de légalité, on est dans une autre logique. C'est la réponse, si vous voulez, à une montée en difficulté par rapport à l'examen d'un certain nombre de thématiques qui nous sont soumises au niveau du contrôle de légalité et qui nécessitent d'avoir des plateformes, si vous voulez, totalement adaptées, particulièrement affinées pour pouvoir donner sa juste mesure en matière de contrôle de légalité. Donc ça veut dire, pourquoi je dis qu'on n'en est qu'au début en ce domaine? Parce que il faut véritablement, si l'on veut parvenir à un total succès sur ce point-là, investir en matière de gestion des ressources humaines et notamment faire de la formation de façon à assurer un glissement optimum au niveau des emplois et de l'utilisation des personnels qui sont sous notre autorité. En gros, et pour parler simple, il faut former des C pour permettre de nourrir un peu plus de B et de former des B, voire des C d'ailleurs, pour qu'ils deviennent des cadres A. Parce que sinon, nous ne répondrons pas à l'objectif qui est sous-jacent, c'est-à-dire d'avoir une disponibilité en matière grise au profit de l'ensemble du territoire sur lequel on exerce, propre à répondre aux attentes de nos interlocuteurs. Merci de ce qui n'est pas un prologue, mais une analyse totalement complète, très conceptuelle. Moi, j'ai bien aimé votre formule. Il faut passer d'une administration de guichet à une administration de matière grise. Oui, c'est bien. Je trouve que c'est une bonne idée. Je vais laisser d'ailleurs mes collègues poser des questions, mais moi, tout de suite, je vais vous donner l'envers de la médaille, ou peut-être rentrer en dessous du guichet. Quand j'appelle ma préfète, que ce soit à chaque fois à 17h, 17h30, 17h30, 8h30, je tombe sur taper 2 pour le service, taper 3, taper 4, je mets à tout. Bon, je mets déjà 5-6 minutes avant de savoir où je vais avoir. Donc déjà, je suis dans le guichet, ça marche pas très bien. Mais deuxième chose, alors je donne le concret, je ne vous l'ai encore pas fait, c'est là, cher collègue. Hier matin, j'appelle ma préfète pour lui dire, ma préfète, voilà, dans la commune où j'habite, petite commune, 300 habitants, la commune a délibéré le 8 janvier pour modifier le PLU. Il y a des gens qui attendent, il y a des constructions qui sont en cours, il y a des régularisations à faire. Pouvez-vous me dire, commissaire enquêteur a-t-il été nommé? Où en sommes-nous? Comment avance l'enquête? Quand pourra-t-on avoir la réalisation? Je sais pas, la préfète, j'ai la secrétaire générale qui me dit ben oui, on s'en occupe, monsieur le sénateur. Bon, très bien, monsieur le président. Mais alors, où en est-on? À vrai dire, le dossier, il est là. C'est vrai, on l'a reçu le 12 janvier. Mais, monsieur le président, moi, je n'ai pas les moyens humains d'aller plus vite. Et je commencerai l'instruction début avril, ce qui, de facto, va retarder de 2 ou 3 mois pour les administrés. Donc, c'est un petit peu... Je m'excuse de tomber dans dessous, mais entre la vision nécessaire de la régionalisation, monsieur le préfet, mais régionalisation dont je perçois la cohérence, mais à un moment où on renforce le département et où parfois l'éloignement géographique crée des difficultés pour les départements un peu éloignés, j'aimerais que vous nous donniez un peu aussi le ressenti de cette vision, hors Île-de-France, bien entendu, puisque les problématiques ne sont pas moins importantes mais les mêmes, par rapport à ces sujets concrets qui intéressent, parce que là, nous sommes là pour les collectivités, notamment les plus petites collectivités. Voilà. Je ne reposerai plus de questions, parce que j'ai déjà été trop long, mais je laisserai mes collègues, monsieur le rapporteur, bien entendu, poser des questions essentielles. Voilà. Oui. Je serais tenté de... Il n'y a pas d'impertinence dans mon propos.
Mais je serais tenté de vous répondre comme je réponds aux organisations syndicales qui m'interpellent avec la préoccupation de la diminution des effectifs et des moyens. Ne confondons pas les choses. Ce n'est pas la réforme de l'administration territoriale de l'État qui entraîne une diminution des effectifs. Il n'y aurait pas eu de réforme de l'administration territoriale de l'État, il y aurait eu réduction des effectifs. Donc les deux ne sont pas liés. Il eût été plus facile de faire une réforme de l'administration territoriale de l'État à moyens constants. Il eût été plus facile d'avoir une attitude qui ne consiste pas à couper le blé en herbe par le budget, c'est-à-dire d'encaisser les économies avant même de les avoir faites. Donc je crois que ce sont deux choses différentes. Alors si vous me dites est-ce que l'on va trop vite dans la diminution des effectifs, je serais tenté de vous répondre oui. Alors après, c'est un autre débat. Faut-il le faire, faut-il pas le faire pour des raisons qui sont de nature budgétaire et d'équilibre budgétaire, sans doute. Mais effectivement, il y a nécessairement des répercussions sur le terrain, d'autant plus que nous avons, il faut le dire, là aussi, en tant que président de l'association, il m'arrive de le dire, des répartitions d'effectifs à l'intérieur de ce grand ministère qu'est le ministère de l'Intérieur de manière inégalitaire. On a des réductions beaucoup plus fortes sur la petite administration territoriale de l'État. Je rappelle que nous sommes moins de 30 000 agents. Et donc, quand on fait une réduction à due concurrence entre les 30 000 de l'administration territoriale de l'État et les, un peu moins de 200 000 policiers, évidemment, il y a un écart qui est plus lourdement ressenti par l'administration territoriale de l'État. J'ai donné d'ailleurs dans la fiche qui vous a été transmise en pourcentage, donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'est une réalité. Par ailleurs, c'est vrai aussi que on est à la fois contraint au niveau des effectifs et en même temps au niveau du budget. Donc on peut pas, j'allais dire, se rattraper en disant on va susciter pour telle ou telle action qui nous est demandée de manière rapide, immédiate et momentanée pour une montée en charge, on n'est pas en mesure de recruter, je dirais, ou de faire appel à des compléments au travers de cabinets privés ou bien de recrutement temporaire ou saisonnier. Donc, je veux dire, c'est toujours sur le muscle, parce qu'on n'a plus de gras, le muscle des préfectures ou des sous-préfectures. Donc on est bien, on identifie bien. Alors pour essayer de survivre au milieu de tout ça et de rendre le meilleur service possible avec le minimum de moyens, on essaye effectivement de mutualiser. Alors j'ai entendu la mutualisation du standard. Alors au départ, on a mutualisé le standard, c'est-à-dire que on a fait en sorte par roulement qu'il y ait un standard qui soit pris dans chacun des départements pour le compte des autres départements de la région, ou de faire des binômes. C'est ce qu'on avait fait depuis. Puis un jour, on a mis effectivement une réponse un peu automatisée, je dirais, pour faire des gains, notamment des gains de soirée, voire de nuit, qui sont quand même conséquents. Donc, je pense que, en effet, si vous voulez, on a un problème. On a un problème à ce niveau-là, et un problème qui se double, je dirais, dans une absence de révision des missions. Les missions ne sont pas totalement en réduction. Je dirais même qu'elles sont plutôt en augmentation. Ce qui, d'ailleurs, entraîne le total paradoxe dans le corps préfectoral, qui est plus j'ai de missions, plus je suis heureux,
Et moins j'ai de moyens et plus de missions, plus je me pose la question comment je vais y arriver. Donc on est véritablement un peu dans cette situation qui donne de grands frissons non seulement à ceux qui, comme vous, sont en attente, mais à nous aussi. Parce que nous avons le sens du service public, nous souhaitons qu'il soit bien exécuté, l'ensemble de nos agents sont aussi dans cet état d'esprit. Et je dirais que, pour conclure sur ce point, que nous avons atteint l'os et que, effectivement, des nouvelles réductions au niveau des préfectures, enfin du réseau des préfectures et des sous-préfectures, seraient là pour le coup dommageables. Et à ce moment-là, je le dis très clairement et nous le disons au niveau de l'association, il faudra se poser la question du réseau des sous-préfectures et des préfectures. Parce que nous ne tiendrons pas, si vous voulez, à qualité de service égale avec de moins en moins de personnes sans qu'il y ait une révision de la carte. Bon, c'est sûr que c'est assez pertinent de dire ça puisque c'est une carte qui a été réalisée en 1926. Donc depuis, rien ne s'est passé. Merci, Monsieur le Préfet. Monsieur le rapporteur. J'ai 3 demandes de parole de Monsieur Revet, Fichet, Doligé et de Madame la ministre, Madame l'État. Donc, Monsieur le rapporteur, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, vous nous avez dit il ne faut pas confondre diminution des effectifs et réorganisation de l'État. J'ai pourtant en mémoire, en tous les cas, dans les auditions des ministres, que dans les objectifs de la RGPP, il y avait une obligation d'apporter un service public de meilleure qualité, ce qui laissait penser une réorganisation de l'État, mais j'ai aussi noté une volonté de productivité, de performance liée au non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Donc je voulais soulever ce point sous forme d'observation ou de question, mais je pense que ça mérite d'être approfondi. Deuxièmement, vous nous avez indiqué, et c'est tout à fait vrai, que la RGPP, sur le terrain, s'était réorganisée à partir des régions. Dans le même temps, nous sommes frappés de voir que cette réorganisation est assez largement inspirée du rapport Balladur et que la réforme des collectivités territoriales telle qu'elle sort très éloignée des conclusions du rapport Balladur, c'est-à-dire que les régions ne sortent pas renforcées, confortées, et l'échelon départemental est maintenu et même par certains côtés réaffirmé. Donc est-ce qu'il n'y a pas là une difficulté au quotidien? Je voudrais également évoquer que on a donné comme mission, me semble-t-il, au préfet de région de coordonner dans une logique horizontale les services de l'État sur le terrain et singulièrement en département. Pour autant, l'organisation de l'État reste très, très verticale et il m'a été signalé sur des choses très, très concrètes, par exemple le personnel, que chaque agent sur le terrain continue à relever d'un ministère avec une vision horizontale et que le préfet de région a beaucoup de mal à ajuster ses effectifs pour tenir compte du départ du 1 sur 2 et de la priorité ou des besoins prioritaires de tel ou tel service. Autrement dit, on est en train de devoir mettre en place des mises à disposition de ministère à ministère dans un département alors que l'organisation se voudrait horizontale. Tout à l'heure, M. Pélissard, sur le contrôle de légalité, nous disait qu'il y avait peut-être une volonté de simplifier, mais je reprends sa formule qui était très, très forte, qui nous a dit on a vraiment l'impression que le contrôle de légalité se fait de façon aléatoire et lorsqu'on s'empare d'un dossier, il est examiné de façon tatillonne, je cite ses propres termes. Enfin, c'est un sujet qui revient souvent dans les contacts que nous avons avec les maires,
et le président s'en est fait aussi un peu l'écho à l'instant, c'est toute la question de l'assistance aux collectivités territoriales et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Sans vouloir être trop long, comme on vous envoyait un questionnaire qui comporte pas moins de 22 questions, peut-être que vous souhaiterez nous apporter une contribution écrite. J'aurais souhaité que vous puissiez nous dire quelques mots de la RGPP en région Île-de-France, puisque nous avons la chance de vous entendre et que la spécificité de la région Île-de-France mérite peut-être que vous vous exprimiez sur ce point particulier. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président. Oui, sur le premier point, productivité et performance, RGPP, facteur de productivité et performance. Oui, tout à fait. Simplement, j'ai pris soin de dire que je traite de la réforme de l'administration territoriale de l'État et non pas de l'ensemble du paquet qui constitue la révision générale des politiques publiques. Alors, je dis et je confirme que, bien évidemment, il y a une recherche de meilleure productivité tout en améliorant le service public. C'est un équilibre compliqué, mais c'est une équation possible. Mais encore une fois, la productivité doit être le résultat de la réforme de l'administration territoriale de l'État et non comme un postulat. C'est-à-dire qu'on doit effectivement faire des économies, mais des économies dues à une meilleure organisation et non pas commencer par faire les économies et après chercher à se réorganiser. C'est ça que je veux dire et que je maintiens. Alors bien sûr que la réorganisation de l'administration territoriale de l'État a amené des mutualisations. Bien sûr qu'elle a amené des suppressions de services redondants. Et que tout cela a généré des effectifs économisés et immédiatement repris, bien sûr. Donc, on n'a pas d'incompatibilité. Alors, en revanche, quand il y a une formule qui est générale et globale, qui dit un fonctionnaire sur deux, qui est supprimé. Moi, j'ai envie de dire où. Quand vous regardez, et ça dépasse un peu évidemment mes maigres compétences, quand vous regardez le nombre des fonctionnaires, globalement, c'est pas les 30 000 de l'administration territoriale de l'État qui pèsent bien lourd face aux autres bataillons. Donc, quand à un endroit donné, si l'on ne fait pas cette formule de 1 sur 2, je pose la question, combien faut-il en supprimer ailleurs pour qu'arriver au total à avoir 1 sur 2 ? Je laisse la question ouverte à votre sagacité. Le deuxième point sur le rapport Balladur. Alors, il se trouve que j'ai eu l'honneur et la chance d'y participer à ce comité Balladur. Oui, il y avait sans doute une volonté de ne pas affaiblir la région, et c'est un euphémisme. Il y a un décalage entre ce qui a été arrêté par rapport aux conclusions du comité Balladur, mais après tout, c'était des propositions. Et je dirais qu'il faut qu'il y ait bien, pas nécessairement, même s'il y a des rapports, et qu'il doit y avoir des rapports, je crois qu'il ressort de l'État le devoir de s'organiser, j'allais dire en interne, sans être conduit à systématiquement s'appuyer sur l'organisation des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales sont libres de s'organiser en interne comme elles l'entendent, que l'État ait une certaine liberté de s'organiser de manière qu'il juge la plus efficace pour répondre aux missions qui sont les siennes, ne me paraît pas anormal. Troisième remarque que vous avez faite, organisation très verticale et préfet de région a du mal quelquefois.
Oui, je ne vais pas esquiver le sujet. J'ai cru dire dans mon propos que les administrations centrales concevaient ou avaient du mal à perdre tout ou partie de leurs compétences et de leur pouvoir. Je vais même jusqu'à justifier quelquefois leur position, puisque j'ai été de l'autre côté du miroir. C'est vrai que le secrétaire général d'un ministère, lui, est interpellé pour dire il faut que vous me fassiez un certain nombre d'économies de moyens, tant au niveau financier qu'au niveau des personnels. Donc, s'il veut atteindre les objectifs qu'on lui fixe, il est obligé, dans la plupart du temps, d'avoir, une action sur les actions sur les territoires. C'est la raison pour laquelle il y a un système assez sophistiqué au travers de la LOLF avec les BOP qui, normalement, permettent d'avoir une discussion entre les préfets de région et les administrations centrales pour la répartition des moyens. Cette discussion, elle est à la fois limitée, elle n'est pas totalement inexistante. Il m'est arrivé de donner un avis défavorable à tel ou tel BOP et faire remonter cet avis défavorable motivé auprès de l'administration centrale, qui en a tenu compte soit pour l'exercice en cours, soit pour l'exercice suivant. Donc il y a quand même une certaine logique. Finalement, je vais vous donner un argument que vous ne m'avez pas opposé, parce que j'ai envie de vous le donner. C'est, au fond, ce qui est le plus grave. C'est que l'administration, d'une manière générale, n'a pas forcément une bonne répartition entre le niveau central et le niveau territorial en termes de ses effectifs, et surtout, et pour moi ça c'est le plus important, lorsque on estime ici ou là qu'une mission n'est pas suffisamment bien assurée, ou que pour une question de visibilité, on veut donner une réponse à une demande de nos concitoyens, on a tendance, au lieu de passer par l'administration et de se poser la question comment peut-on l'organiser, comment peut-on la mobiliser sur tel ou tel problème, on fait une agence, on fait un établissement public. Et posez-vous la question, dans ces agences, ces établissements publics, est-ce qu'on compte les moyens qui sont mis à sa disposition? Est-ce qu'on réfléchit à une diminution d'1 sur 2? Non, vous me direz, parce qu'elle n'existait pas. Donc c'est 1 plus 1. Contrôle de légalité. Il est aléatoire, il est tatillon. Deux choses différentes. D'abord, sur le contrôle de légalité, on a mis en place des schémas ou des stratégies de contrôle de légalité. Normalement, partout, en début d'année, on décide des orientations qui vont être prises au niveau du contrôle de légalité. Sur les marchés de plus ou de moins temps, sur tel type de collectivité territoriale, sur tel type de délégation de services publics, sur tel type de recrutement d'agents contractuels, etc. Donc, normalement, le contrôle de légalité n'est pas aléatoire, il est ciblé en fonction d'une stratégie. Alors, reste à savoir si la stratégie est toujours bien construite. Est-ce qu'elle existe dans toutes les régions? Honnêtement, c'est pas mon rôle d'aller voir. Mais c'est, en tous les cas, pour ma part, ce que j'ai fait depuis un certain nombre d'années où j'exerce des responsabilités et qui a été, validé au niveau central et qui donc, normalement, doit être mise en œuvre. Tatillon. Oui, sans doute. Sans doute. D'abord parce que celui qui est contrôlé trouve toujours que le contrôleur est tatillon.
Même moi, je veux dire, on est contrôlé sans arrêt. Donc j'ai la Cour des comptes sur le dos, je les trouve tatillons. J'ai le contrôle d'État, etc. Et je les trouve tatillons. Bon. Donc c'est vrai aussi que ça dépend des femmes et des hommes qui l'exercent. Je veux dire que ce qui a la richesse d'une administration et sa force finalement, c'est que ça se réduit à l'équation humaine, avec sa richesse et avec ses petites faiblesses. Donc veuillez les excuser s'ils sont trop tatillons. L'assistance aux collectivités locales, je dirais que si l'objectif est de faire monter en qualité les fonctionnaires de l'administration territoriale, c'est justement pour assurer une meilleure assistance aux collectivités locales. Ceci étant dit, c'est vrai qu'il y a des questions importantes dans ce domaine qui peuvent se poser, qu'on s'est posées. Notamment le recrutement, le fait de donner de la visibilité aux responsables de façon à les garder dans l'administration, voire leur rémunération. Je pense que c'est un point important. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que la réorganisation de l'administration territoriale de l'État a diminué le nombre de postes de débouchés sur les territoires. Et donc, par conséquent, a pu décourager et a découragé un certain nombre de responsables de l'administration territoriale de l'État, et notamment parmi les ingénieurs. Et donc, nous avons là, j'allais dire, un risque d'appauvrissement qui est déjà engagé. Aujourd'hui, peu d'ingénieurs des ponts et chaussées qui viennent dans les territoires au niveau d'un département pour prendre la responsabilité d'une direction interministérielle du territoire. Alors qu'auparavant, il était classique, parmi les DDE, d'avoir des ingénieurs des ponts et chaussées. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut et que les ingénieurs des travaux publics remplissent tout à fait mais c'est un signe. C'est un signe que j'avais d'ailleurs mis en évidence dans le rapport que j'ai fait avec M. Folz sur le besoin en termes d'ingénieurs dans l'État et l'attention qu'on devait avoir en matière d'accompagnement de leur carrière. Faute de quoi, c'est vrai qu'il y aura là un risque d'appauvrissement et donc une conséquence sur l'assistance aux collectivités locales. Lesquelles d'ailleurs sont beaucoup plus fortes parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui vont dans les collectivités locales. Donc finalement, peut-être qu'un jour, on demandera l'assistance aux collectivités locales, mais dans l'autre sens, pour que l'État soit assisté. La RGPP en Île-de-France, alors, pense la réforme de l'administration territoriale de l'État en Île-de-France. Je vais vous faire une confidence, enfin vous me direz qu'elle sera enregistrée, mais enfin, donc c'est une confidence relative. Je n'étais pas un fanatique pour la réforme de l'administration territoriale de l'État, de la constitution des DREAL. Je trouvais que le champ était un peu excessif. Et j'étais plutôt sur un souhait que j'ai exprimé d'une fusion de la DRIR et de la DIREN, parce qu'il y a une vraie logique, et puis du maintien de la direction régionale de l'équipement dans tout ou partie de son existence. Quand je dis tout ou partie, c'est que j'ai jamais non plus été un fanatique des DIR qui éloignent, là pour le coup, la gestion du domaine routier du territoire. Bon, chacun a ses idées, je les ai exprimées le moment venu, elles n'ont pas été entendues. Mais comme on peut être têtu aussi dans l'administration, j'ai refait la même chose pour la région d'Île-de-France, et là j'ai eu gain de cause, c'est-à-dire on aime tellement la DREAL que j'en ai 3. J'ai la direction régionale de l'équipement et de l'aménagement qui intègre
la direction des routes, et donc je reconstitue un ensemble où on a l'équipement, l'aménagement et puis les routes, parce que tout ça forme, à mon avis, un ensemble. J'ai une direction régionale du logement, de l'hébergement et du logement, parce que c'est un problème capital pour cette région. Si on n'y répond pas, on est au-devant de lourdes difficultés. Il faut qu'on se mobilise pour le logement et l'hébergement. Alors, bien sûr, c'est pas uniquement au travers de l'organisation de l'État, mais au moins, il faut aussi qu'il y ait cette organisation. Et puis, la troisième, c'est le rapprochement auquel je crois de l'énergie et de l'environnement, de façon à réconcilier ces deux dimensions avec la constitution de la DRIE. Deuxième particularité, je dirais, dans la réorganisation, c'est de prendre en compte une zone extrêmement urbanisée qui forme une véritable métropole. Je renvoie d'ailleurs, en termes d'organisation des collectivités locales, au rapport Balladur sur les possibilités de réorganisation à ce niveau-là. Donc, c'est la raison pour laquelle les directions régionales, dans un certain nombre de domaines, sont des directions également interdépartementales. C'est-à-dire qu'il y a une administration de proximité qui est une unité territoriale pour la DRIA, pour la DRIL, pour la DRIAF, agriculture-forêt, il faut dire qu'il y en a moins aussi, qui sont donc sur les 3 départements de la petite couronne, pour dire les choses, et qui sont directement rattachés à la direction régionale. C'est-à-dire qu'on est dans un système où là, véritablement, il y a un poids de la direction régionale plus lourd encore, puisqu'il gère, j'allais dire en quasi-direct, dans un certain nombre de départements, c'est-à-dire les 3 départements agglomérés. Pourquoi ? Parce que tous les problèmes qui se posent sont en interaction. Hébergement, logement, on voit bien qu'il n'y a pas de différence. Le transport, l'aménagement, c'est tout ça est parfaitement lié. Et puis l'agriculture et la forêt, compte tenu des espaces agricoles dans les départements de la Petite Couronne, on pouvait en faire l'économie de direction départementale. Voilà la deuxième originalité. La troisième originalité, c'est une originalité, je dirais, d'intégration totale au niveau de Paris. La préfecture de Paris intègre en son sein et sur le même lieu physique depuis maintenant un mois les unités territoriales de l'aménagement et de l'équipement et la direction de la cohésion sociale. On est dans un ensemble, si vous voulez, sous l'autorité du préfet, et on est presque arrivé ainsi à une autre expérimentation qui avait été conduite dans le Lot sous le nom de OSE et qui visait à avoir dans un certain nombre de départements, pas nécessairement partout, mais une organisation de l'administration de l'État qui était de même nature que l'organisation des conseils généraux avec une intégration dans un seul service. Monsieur le préfet, merci. Il est 16h57, j'ai 5 demandes d'intervention. Est-ce que chacun peut faire poser une question? Monsieur le préfet, essayez d'y répondre dans le temps parce que nous avons un autre invité. Non, mais je vais demander à mes collègues, dans l'ordre, j'ai Charles Revet, Jean Fichet, Monsieur Deligé, Monsieur Couder, et puis Madame la ministre qui a demandé. Alors allons-y, posez une question en une minute si vous voulez. Monsieur le préfet, j'en avais 2, mais ça fait rien. Vous avez évoqué les agences, peut-être que vous pourriez nous dire un petit peu, on a l'impression que ça fleurit de temps en temps et qu'on voit mal comment ça s'harmonise et qui fait quoi de temps en temps. Ma question principale, c'était à propos de l'État s'est recentré sur ses missions régaliennes de contrôle, notamment. On a vécu la période faste où on avait les DDA, les DDE qui accompagnaient les communes en termes d'aide à maîtrise d'ouvrage. Est-ce qu'il y a incompatibilité
entre conseil et contrôle. Est-ce que, quelque part, tout le monde n'aurait pas à y gagner de temps en temps que les fonctionnaires de l'État apportent des conseils, puisque derrière ils font le contrôle et que ça faciliterait pas la tâche des uns et des autres? Merci Charles. Monsieur Fichet. C'est pas trop long. Oui, non, moi je voulais simplement faire très très court. Je voulais simplement vous interroger, vous l'avez évoqué, mais très rapidement, le devenir des sous-préfectures. C'est-à-dire que vous nous disiez tout à l'heure, on est arrivé ce qu'on pourrait dire être au taquet chez nous, en Bretagne ou jusqu'à l'os. Et donc si on continue, il faudra sans doute se poser la question de la réorganisation des préfectures et sous-préfectures. Et moi j'ai plus le sentiment que très vite maintenant, les sous-préfectures vont être revues dans leur organisation, dans leur niveau de service. Merci. Oui, donc j'avais 25 questions, j'en poserai que 24 pour gagner du temps. Donc je voudrais simplement savoir, parce que j'ai éliminé tout le reste, s'il n'y a pas quelques services dans les préfectures et sous-préfectures qui sont un peu en souffrance, parce qu'on a le sentiment que les collectivités qui ont pris de plus en plus de pouvoir leur ont fait perdre un peu de pouvoir et qui n'ont plus les moyens de les assurer. Donc ça peut poser parfois quelques tensions et quelques difficultés. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes psychologiques à l'intérieur de certains services? Madame la ministre, Madame l'État. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président Canepa. En fait, ça recoupe la question surtout de Monsieur Revet, et c'est celle qui m'intéressait le plus. Vous l'avez dit, en fait, la réforme de l'administration vise véritablement à changer de culture et à passer du guichet au conseil. Et donc, on revient à la question de l'assistance à maîtrise d'ouvrage où au-delà, c'est vrai qu'on a la possibilité, avec nos intercommunalités, de mutualiser des moyens, de se doter d'ingénierie. Mais cela n'est pas suffisant. Je suis présidente de communauté d'agglomération et on voit bien qu'arrivé à un certain niveau de complexité, on peut avoir toute l'ingénierie du monde. C'est vrai que on est ensuite face à l'administration d'État. Nous devons répondre à un certain nombre d'exigences, passer devant des autorités environnementales, devant un certain nombre de mesures de respect de la législation et du droit. Et ma question, c'est est-ce que, comme l'a dit Monsieur Revet, on ne gagnerait pas à être dans la coproduction et le conseil plutôt que dans l'instruction, même à très haut niveau? Vous l'avez dit, il faut qu'on ait de l'ingénierie, de la matière grise, de part, de toute façon, le cadre juridique qui est le nôtre, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer l'organisation de la coproduction quand on arrive à un niveau d'avancée du dossier qui permette de ne pas attendre l'avis positif ou négatif ou les difficultés, mais d'être à un certain niveau d'avancée du dossier, non pas dans l'État qui s'immisce ou qui fait à la place des collectivités, mais l'État qui intervient à un moment où ça permet d'être coproducteur plutôt que dans un rapport d'opérateur et puis qui passe ensuite à une instruction, à une censure, entre guillemets. Donc ça, c'est ma question, et c'est vrai que ça nous permettrait peut-être quelquefois de perdre du temps, d'éviter de perdre quelquefois des financements lorsque l'on est contraint, ou même d'arriver à des difficultés parce que on a un dossier qui n'est pas toujours très bon et qui peut susciter ensuite de grosses difficultés. Merci. Monsieur Couder. Oui, alors c'est tout à fait dans l'esprit de ce qui vient d'être dit, mais c'est le ressenti. J'ai parfois le sentiment qu'il y a un effet pervers à la façon dont les choses ont évolué. Et je le vis par exemple avec, d'une part, le sous-préfet qui est toujours prêt à nous accompagner, à nous aider, et par contre des directions spécialisées dont la première réaction c'est toujours de nous dire « ça n'est pas possible ». Voilà, ça commence par là. On vous dit d'abord, ça n'est pas possible, et on a l'impression que les fonctionnaires qui sont maintenant dans ces directions spécialisées, en fait, compensent un petit peu la possibilité qu'ils avaient auparavant d'être dans la création, en étant aujourd'hui dans le contrôle strict. Voilà. Merci. Si on peut faire en 5 minutes, bien. C'est possible. Les questions et vous avez sont l'esprit tellement. Bien, bon, très rapidement, donc je vais regrouper sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage parce que c'est un point que je sens être capital, effectivement. D'abord, la complexité que vous avez, le terme complexité. Complexité veut dire rareté des hommes et veut dire regroupement nécessaire si on veut être efficace. Donc on est bien dans cette logique-là. En même temps, besoin de proximité, territoire et donc conseil. Moi je dis,
C'est possible, justement, et vous l'avez indiqué, Monsieur Couder, avec, je dirais, un sous-préfet placé comme pilote, avec un droit de tirage sur la capacité en matière de matière grise qui est regroupée au niveau régional. Alors, après, il y a une question de management. C'est-à-dire qu'il faut véritablement, et c'est le rôle du préfet de région et avec les préfets de département, que le sous-préfet soit effectivement le maître Jacques un peu, c'est-à-dire il n'a pas tous les moyens, il sait où sont les moyens et il doit être en capacité de les mobiliser et les directions régionales doivent effectivement à ce moment-là se plier à ces orientations. Deuxième thème, la coproduction et conseil plutôt que la position d'autorisation et finalement de décision, enfin de décision, en tous les cas de décision d'empêcher. Je partage tout à fait cet avis. J'essaye pour ma part qu'il en soit ainsi le plus possible. Il faut bien voir quand même qu'on a une limite, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a juridiquement le besoin d'avoir une décision ou d'avoir un avis circonstancié qui va nécessairement porter un jugement sur le dossier qui lui est présenté, juridiquement, on ne peut pas l'éviter. En revanche, qu'il y ait conseil, coproduction, je pense que c'est à la fois souhaitable et ça doit faire partie du travail constant des préfets et aussi des sous-préfets, des préfets en tous les cas, d'apporter et de gérer, de manager les directions régionales ou les directions interministérielles pour aller en ce sens. Avec la limite, mais on revient évidemment sur les moyens. Mais encore une fois, je pense que c'est plus une question de management qu'une question d'organisation ou de fond. Sous-préfecture, devenir de leur réorganisation, je pense qu'à un moment ou un autre sera sur la table la réorganisation des sous-préfectures. Au niveau de l'association du corps préfectoral, nous sommes un peu en décalage, enfin totalement en décalage, avec le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire que nous considérons qu'il faut ouvrir ce dossier. Alors j'entends bien, c'est jamais le moment de l'ouvrir parce que évidemment ça va être une diminution des sous-préfectures et là c'est une atteinte intolérable j'allais dire au standing de telle ou telle ville. Donc immédiatement, j'en ai fait l'expérience. Un jour, j'ai eu le malheur de dire, à titre d'exemple, on pourrait imaginer que je me souviens, entre Boulogne et Montreuil, il pourrait y avoir un sous-préfet avec 2 sous-préfectures. Immédiatement, les élus de Montreuil sont allés voir la ministre de l'Intérieur en disant le préfet de région, il faut le virer parce que c'est pas possible. Voilà ce qu'il a dit. Voilà. Donc on sent bien l'acuité du problème. Mais bon, ceci étant, je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra l'ouvrir. Voilà. Des services en souffrance. Je ne pense pas qu'il y ait des services en souffrance. Je pense qu'il peut y avoir des agents en souffrance. Oui, ça sans doute. Là aussi, il y a une bonne part du management aussi, et puis de redonner confiance dans certains agents. Parce que moi, j'ai constaté dans la préfecture de Paris, pourtant c'est pas la plus pauvre, qu'il y avait des agents qui faisaient la même chose depuis 20 ans. Et donc, à un moment donné, je leur ai dit, il faut faire autre chose. C'est assez compliqué, donc il faut accompagner. Donc c'est vrai qu'il y a du management. Ceci étant dit, c'est pas une raison pour les laisser faire ce qu'ils ont fait depuis 20 ans qui ne sert plus à rien. Monsieur le Préfet, merci. Merci de la qualité de vos réponses, du temps que vous avez pris pour nous apporter et puis de la vision que vous en avez.
Nous allons passer, merci infiniment. Chers collègues, on va immédiatement prendre le président du CESAT pour que vous puissiez tous être libérés à 17h si vous le souhaitez. Voilà. Tu pars toi maintenant. Merci d'avoir répondu à notre invitation et de venir nous éclairer de la fois de votre vision, de votre expérience en matière de réforme de l'État, tel qu'aujourd'hui on va dire le CESAT, hein, c'est comme ça, le vit. Moi, je ne vais pas vous poser de questions préalables, peut-être une seule question. Si vous pouvez faire un petit topo préalable, votre vision. Puis ensuite, les collègues, certains collègues ont déjà dû prendre, pour des raisons que vous pouvez comprendre dans cette semaine encore active sur le plan de la vie démocratique, mais on aura terminé à 17h pour chacun d'entre eux, et j'excuse par avance ceux qui devraient... Moi, la seule question que je vais vous poser en introduction, c'est quel est le bilan que le CESAT tire-t-il aujourd'hui de l'AREAT? Je ne sais pas si les Français comprendraient bien ce que je dis aujourd'hui, si j'allais dire, en fait, quel bilan le CESAT tire-t-il? Monsieur le Président, peut-être si vous m'y autorisez quelques mots pour dire ce qu'est cet organisme méconnu, et qui ne le regrette pas d'ailleurs, puisque sa vocation n'est pas d'être connu à l'extérieur, et qu'il faudra que peut-être ma réponse, vous en comprendrez mieux les limites, parce que c'est un organisme qui a été créé par un décret du 29 novembre 2006, donc très récent, qui avait été précédé par la création d'une fonction qui s'appelait le préfet en mission extraordinaire chargé de l'évaluation des préfets, qui datait de 1999, quand le ministre de l'Intérieur de l'époque a considéré qu'il fallait, dans le cadre de la modernisation de l'État et de l'administration, que le ministère de l'Intérieur se dote d'un outil d'évaluation de ses cadres supérieurs. Une évaluation qui n'est pas une inspection. Et c'est une des premières différences, c'est-à-dire que le Conseil supérieur n'inspecte pas ni les préfectures ni les services de l'État, malgré le fait qu'il comporte dans son intitulé administration territoriale de l'État. Son cœur de métier, c'est l'évaluation des préfets et des sous-préfets. Ça représente de l'ordre de 100 à 120, selon les années, d'évaluation des préfets et des sous-préfets. Et donc, notre propos n'est pas de nous attacher aux outils de l'État, de l'administration, mais bien au potentiel, à la manière, à la pratique professionnelle des sous-préfets. Nous avons une deuxième mission qui est, du fait de la diversification voulue du recrutement de ce corps préfectoral, une mission de conseil d'accompagnement pour ceux qui, pour la première fois, accèdent au corps préfectoral. Donc il y a une fonction de tutorat. C'est la raison pour laquelle sa composition, c'est pour l'essentiel 8 préfets qui sont avec moi, car il y a dans ce métier beaucoup d'informels, beaucoup de pratiques construites par l'expérience et qu'il faut arriver à transférer à celles et ceux qui décident de s'investir dans la représentation de l'État. Et puis troisième responsabilité, c'est lorsque il nous est confié des missions qui ne sont pas des audits, mais qui sont des évaluations, et je peux vous en donner une illustration, c'est de produire pour le compte du ministre, puisque c'est un organisme exclusivement rattaché au ministre et à son directeur de cabinet, du fait de d'ailleurs la sensibilité des évaluations. Nous émettons un avis qui n'est que confidentiel, ce qui explique aussi qu'il n'y a pas de publicité à l'activité du CSAT. Eh bien, nous avons produit un rapport récemment sur l'évaluation de cette nouvelle fonction de préfet à l'égalité des chances qui avait été créée après les émeutes de novembre 2005 dans les zones urbaines, pour savoir si, pour la conduite de l'action publique, il y avait dans le bilan force et faiblesse de cette nouvelle fonction et mission des raisons de consolider cette fonction de préfet à l'égalité des chances dans les zones urbaines qui avaient été touchées par ces tensions dans les quartiers sensibles. C'est vous dire que, et j'arrive maintenant à votre question principale, que nous n'avons pas dans nos délibérations à nous prononcer sur les choix d'organisation, que ce soit au plan national ou au plan territorial, puisque nous nous attachons à cette équation humaine particulière, c'est est-ce que c'est un bon préfet, est-ce que c'est un bon sous-préfet? Et si la question que nous nous posons à travers la réorganisation de l'administration territoriale de l'État, c'est premièrement,
est-ce que ce préfet ou est-ce que ce sous-préfet conduit cette réforme dans des conditions où le dialogue social est actif, où il le fait en optimisant toutes les compétences, les savoir-faire, en recherchant la meilleure façon de valoriser ses équipes, beaucoup plus que de nous prononcer sur l'architecture nouvelle qui résulte de cette réorganisation. Et deuxièmement, nous essayons de voir en quoi ça impacte le métier de préfet et de sous-préfet, et de ce fait, quels doivent être éventuellement les nouveaux profils de ces représentants de l'État dans ce nouveau schéma de réorganisation de l'État. De ce point de vue, même si la REAT est encore, enfin, très récente dans son application, puisque c'est à partir de janvier 2010 que les DDI ont été vraiment mis en place, pour l'outre-mer c'est encore plus tardif. Les conséquences, on le sait bien, quand on touche à des structures et à des habitudes de travail, elles prennent du temps à s'inscrire dans les faits, mais comme dans nos évaluations, nous nous attachons à interroger les partenaires du préfet ou ceux qui sont ses collaborateurs, les directeurs devenus directeurs interministériels me disent nous avons perdu en autonomie, mais nous avons gagné en intelligence. En intelligence parce que nous sommes beaucoup plus des collaborateurs directs du préfet, nous comprenons mieux les enjeux d'opportunité et de cohérence globale et de proportionnalité de notre réponse qui, jusque-là, pouvait être très spécialisée, donc d'une certaine manière un peu, non pas indifférente, mais moins obligée d'intégrer un certain nombre d'enjeux complémentaires. Et comme aujourd'hui nous sommes dans cette proximité avec le préfet, une équipe ramassée qui se voit toutes les semaines, eh bien nous nous approprions des enjeux que jusqu'alors nous n'avions pas pu mesurer. Et donc il y a le sentiment d'abord d'un resserrement quantitatif, d'une plus grande capacité de cohérence et d'une plus grande réactivité en disant on a un circuit beaucoup plus court qu'avant avec le préfet de département et on a de manière beaucoup plus informelle aussi qu'avant, parce que les préfets travaillaient par note avec le DDE, le DDA, etc. Ce que je ressens de la part, alors j'ose m'exprimer de la part de grands élus que je rencontre, puisque quand nous faisons des évaluations, même s'il est difficile d'objectiver ce qu'est un bon préfet, un bon sous-préfet, c'est d'ailleurs ce qui fait la richesse de notre approche et la modestie, parce que on a besoin d'ailleurs de l'avis de beaucoup d'interlocuteurs. C'est pour ça qu'on va rechercher auprès systématiquement du président de l'association des maires du département, du président du conseil général, des parlementaires, enfin, leur avis sur le mode de relation qui s'établit entre l'État et son représentant et les services et la collectivité, etc. Et nous ressentons cette interrogation qui est celle notamment des présidents de conseils généraux, voire des élus de grandes collectivités, grandes communes, en disant mais est-ce que le préfet sera pour nous toujours l'interlocuteur pertinent dans cette réorganisation de l'État ? Et la conséquence que nous en tirons, c'est de vérifier si les préfets, les sous-préfets sont en mesure, par leur potentiel, par leur pratique, eh bien, de continuer à s'affirmer par de nouveaux savoir-faire comme étant les référents, sinon principaux, en tout cas les interlocuteurs privilégiés des grandes collectivités, ce qui suppose de changer certaines pratiques. Cela oblige les préfets à fonctionner en réseau, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aillent chercher l'expertise au-delà de la proximité immédiate. Et on le voit bien que c'est nécessaire avec la complexité des grands projets, des grands programmes, sur les grands sujets actuels de risques majeurs. Il faut savoir aller chercher l'expertise, il faut construire un réseau d'influence pour pouvoir être pertinent et faire entendre les attentes du territoire. Il faut que les préfets développent leur capacité de travail en équipe autour du préfet de région, ce qui n'était pas aussi naturel qu'on peut le penser, parce que les préfets sont habitués à être les responsables uniques et un peu dans la solitude de la représentation et du métier d'autorité. Et donc, notre préoccupation est de voir si en eux-mêmes, ils ont cette compréhension de ce qui doit être de certains nouveaux modes opératoires, modes de relation, pour garantir, parce que c'est vraiment, je crois, ce qui est attendu des collectivités, garantir que le conseil, la réponse qu'ils donneront, d'abord sera dans un temps
ramassé par rapport à ce qui aurait pu être la confrontation avec le cloisonnement de l'État, ce qui était quand même une partie du paysage préalable à la REAT, et deuxièmement une réponse dont la qualité fera la crédibilité durable du représentant de l'État et de l'influence d'ailleurs de l'État pour que la position, la VMI ou l'acceptation de la coproduction dans tel ou tel projet soit considérée comme certaine et opposable. Donc il y a là des enjeux un peu nouveaux et notre préoccupation est bien d'essayer d'arriver à identifier dans le charisme des membres du corps préfectoral celles et ceux qui ont cette capacité à évoluer, comme je crois le corps préfectoral a su le faire après la décentralisation. Il y a des membres du corps préfectoral qui ont eu des difficultés pour vivre ce moment, et puis il y en a d'autres qui ont su conduire l'État dans un nouveau rapport avec notamment les conseils généraux qui de longue date avaient une tradition de proximité, d'implication à travers l'exécutif exercé par le préfet. Donc c'est pour ça que sur la REAT, nous ne portons pas d'appréciation en tant qu'organisme. Je ne fais pas délibérer en tant que président le CSAT là-dessus. Par contre, je fais délibérer le CSAT sur chaque dossier d'évaluation pour que nous essayions de garantir au ministre un avis aussi éclairé que possible sur le potentiel et la capacité du corps préfectoral à mener à long terme cette évolution dans l'organisation de l'État et dans le rapport avec les collectivités locales qui doit être garantie dans cette fonction de qualité de la décision, de réactivité de l'État et de simplification pour les élus du paysage public, puisque un des enjeux de la REAT, c'est de faire que le paysage institutionnel soit simplifié. Elles sont confrontées à une grande diversité d'agences, de structures de toute nature qui sont porteuses ou porteurs de missions de service public. Eh bien, il y a un besoin de lisibilité que le préfet, le corps préfectoral, doit apporter pour rétablir un peu un État, ou conforter un État accessible, proche, accompagnant, conseillant et en même temps, lorsqu'il le faut, garantir le respect de la loi, le respect de la légalité, etc. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long dans mon propos, mais pour éviter toute ambiguïté sur ce que peut faire le CSAT ou ce qu'il comporte comme singularité dans l'organisation du ministère de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Préfet. Nous allons néanmoins insister pour vous demander votre vision sur le fonctionnement de la RGPP et je vais laisser Monsieur le rapporteur vous poser les questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, j'ai bien compris que vous ne vous sentiez pas autorisé forcément à nous dire des choses très fortes sur la RGPP. Pour autant, vous avez insisté sur la fonction d'évaluation dans le cadre de la RGPP. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les critères d'évaluation du corps préfectoral par rapport à cette RGPP? Je pense que si le ministère de l'Intérieur attend de ses serviteurs qu'ils mettent en place la RGPP, il y a aussi des instructions qui ont été données sur la manière de travailler, sur également les priorités, parce que il est clair, ça nous a été dit au cours des différentes auditions, que dès lors que nous étions dans la règle du 1 sur 2, il y avait moins de moyens, donc il fallait sans doute se recentrer sur des priorités. Et donc dans cette évaluation, je devine que des priorités ont été définies par le ministère, et donc je voulais en savoir un petit peu plus sur les critères d'appréciation par rapport à ces priorités. La deuxième chose, c'est que je pense que à la faveur de ces évaluations, les préfets doivent vous dire des choses dans le secret du confessionnal, et donc sans trahir les secrets de la République. Peut-être que vous pouvez nous donner quelques indications sur les difficultés qu'ils rencontrent, les attentes qui peuvent être les leurs et celles de leurs collaborateurs. Et puis, j'aurais apprécié que vous puissiez nous dire quelques mots
sur le climat relationnel, en termes de travail bien évidemment, entre le préfet de région, qui est le coordinateur, et on a bien senti qu'il y avait une nouvelle donne entre le préfet de région et les préfets de département, et quelle est la perspective que vous pouvez formuler par rapport au sous-préfet, dès lors qu'au fond, dans la vie quotidienne, on a un peu ressenti que le préfet de département, sans être relégué au statut et aux fonctions d'un sous-préfet, était quand même très sous l'encadrement, ou tout au moins la vigilance du préfet de région, qui avait une vocation de coordination. Le préfet. Non, Monsieur le ministre, notre évaluation est simple. Alors, vous allez me dire, c'est une vision un peu étonnante que de dire dans ce... Mais nous évaluons dans quelle mesure, comme je l'ai dit tout à l'heure, un préfet ou un sous-préfet conduit à son niveau, pour la part de responsabilité qui est la sienne, cette réforme en veillant à ce que, comme je l'ai dit, il suscite le maximum de compréhension, d'adhésion. Donc il y a une aptitude à la pédagogie de la réforme, en interne, voire en externe. Ce qui est d'ailleurs un des métiers importants des membres de corps préfectoral représentants de l'État, c'est de rendre faisable l'application de la loi et des grandes politiques publiques, et de trouver les voies et les moyens de susciter, sinon l'adhésion, la compréhension. Et cela vaut pour la RGPP comme pour d'autres grandes réformes et politiques. Moi, je me souviens, étant en poste au moment de la décentralisation, le ministre de l'Intérieur nous avait dit « Vous êtes en charge de porter la décentralisation, de la réussir ». Et chaque fois qu'il y a de grandes politiques en matière de sécurité aujourd'hui, donc la RGPP étant une des priorités de l'État dans sa réorganisation, notre évaluation porte d'abord sur cette capacité pédagogique de bonne communication, comme je l'ai dit, de conduire un dialogue social vrai, et pour la réussir, puisque par définition, notre vocation comme représentant de l'État est de faire que la volonté de celui-ci soit traduite dans la réalité avec le minimum de tension et le maximum de compréhension. Et donc, dans tous les outils de la RGPP, nous vérifions par exemple si le schéma immobilier se met en place tel qu'il est souhaité. J'évoque cet outil parce que dans toutes les interrogations qui sont légitimes de la part des personnels et qui sont face à un certain nombre d'incertitudes, il y a des éléments structurants de la certitude, de la visibilité qu'il faut donner. Et indiscutablement, pour des gens qui ont travaillé pendant 20, 30 ans dans un certain cadre, d'un seul coup s'interroger pour savoir s'ils seront intégrés dans tel ou tel lieu, parce que ce n'est pas indifférent, c'est tout un vécu qui est remis en question, et il est essentiel qu'il y ait des réponses qui soient apportées, des réponses qui ne soient pas seulement inspirées par le souci d'économie pour l'économie, mais ce point d'équilibre à trouver entre l'optimisation en termes de coûts et des conditions de travail améliorées et satisfaisantes. J'évoque ceci pour vous dire que notre approche, c'est effectivement d'évaluer sur la capacité des préfets, des membres de corps préfectoral, à aboutir à la mise en œuvre des outils et des conditions structurantes de la mise en place de la réorganisation, avec les outils de dialogue social, les CTP interministériels qui n'existaient pas. Ce qui est nouveau, jusqu'à présent, chaque ministère travaillait à l'intérieur de lui-même. Désormais, il faut faire que le dialogue social soit partagé entre plusieurs fonctions et statuts. Et donc, ce sont autant d'outils pour lesquels il est important que le préfet se montre capable d'obtenir la compréhension des syndicats, leur implication pour que se construisent durablement les outils d'un management moderne. Donc voilà, le deuxième point, c'est que l'essentiel, en tout cas dans les préfectures et les sous-préfectures de la RGPP, porte sur la réduction des moyens touchant ce qu'on appelle les fonctions de production, c'est-à-dire carte d'identité, passeport, titre en général. Et ce qui est pour nous essentiel, c'est de voir comment organiser la transition, parce que les choses ne se font pas, pour que ce soit là aussi faisable, et que soit préservé
autour du préfet, aussi bien dans les directions interministérielles qu'à la préfecture, le niveau de compétence et d'expertise correspondant aux fonctions qui sont affirmées comme prioritaires, le contrôle de légalité. Et pour avoir entendu un certain nombre de grands élus ou de présidents d'associations de grandes collectivités locales qui exprimaient des points de vue nuancés sur la performance du contrôle de légalité, eh bien, moi-même, quand j'étais en sous-préfecture, je disais que j'étais très admiratif à l'égard de nos agents de catégorie A, souvent B, quand je voyais sur leur armoire le code des collectivités, le code des marchés, le code de l'environnement, le code de l'urbanisme, je me disais mais c'est trop leur demander. Et on ne peut pas attendre un niveau d'excellence dans ce paysage qui est très exigeant, puisque l'État peut même voir sa responsabilité engagée si le contrôle de légalité est défaillant. Et donc, nous nous attachons à regarder comment le préfet, sur ses priorités, renforcement du contrôle, centralisation du contrôle de légalité, arrive à s'organiser pour garantir un niveau de compétence pertinent pour répondre à cette attente et de l'État et des collectivités locales. Donc voilà notre approche. Alors, deuxièmement, vous me dites, mais sûrement les préfets ou les sous-préfets doivent devant vous un peu exprimer leurs difficultés. Moi, je vais vous parler très, très franchement. Les préfets, nous sous-préfets, nous voient comme des évaluateurs. Je ne suis pas sûr qu'ils se confessent le plus sincèrement auprès de nous, parce que ils peuvent considérer que... non, mais parce qu'ils peuvent considérer comme ça peut nous... Enfin, que affirmer, exprimer des interrogations, des doutes serait un signe de faiblesse ou de doute sur sa capacité, etc. Donc, pour dire le vrai, ils ont une vraie interrogation. C'est la capacité pour eux de trouver dans l'appareil d'État des expertises de plus en plus sophistiquées compte tenu de la complexité des enjeux auxquels ils ont à faire face. Et donc, c'est vraiment un enjeu central. Vous savez, j'étais récemment... Parce que dans notre fonction de conseil, on apporte aussi le fruit de notre expérience. J'étais dans les Alpes-Maritimes pour aider le préfet à préparer le G20. Et il me disait que sur un certain nombre de grands projets d'aménagement, il était très heureux de trouver le Conseil général du développement durable. Et on voyait bien que sa nature d'enjeu n'était plus du ressort ni du niveau régional ni du niveau départemental, mais qu'il avait, par sa compréhension et sa connaissance du système, trouvé le niveau d'expertise qui était d'ailleurs utile pour les élus et en même temps très, très précieux pour le représentant de l'État. Donc, pour pouvoir rester un représentant de l'État crédible, il y a cette exigence profonde qui est que est-ce que l'ensemble de l'appareil d'État sera en permanence à ce niveau d'expertise qu'on est en droit d'attendre et niveau régional, niveau zonal, car on évoque beaucoup le niveau régional, vous l'avez évoqué, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, mais il y a un niveau qui se renforce, et on le voit bien en matière de crise, c'est d'ailleurs le seul niveau où un préfet a une capacité de réformer une décision de préfet de département, c'est le niveau zonal, ce que n'a pas le préfet de région. Et j'évoque cela pour dire que notre sentiment, c'est qu'on n'est plus dans une architecture univoque. On est, selon les problématiques, dans des architectures extrêmement complexes. Mais la complexité, notre devoir, c'est de ne pas l'opposer aux acteurs publics, aux usagers. Et il faut que le préfet soit capable de décoder cette complexité pour offrir une réponse cohérente, unifiée, aussi synthétisée que possible. Donc, l'interrogation fondamentale, c'est est-ce que on préservera dans l'appareil d'État toute forme, y compris les agences, cette crédibilité que l'on voit d'ailleurs absolument nécessaire, que ce soit pour la santé publique, que ce soit, vous savez, pour un préfet, l'hospitalisation d'office. Et ce sont des sujets extrêmement sensibles. Est-ce que je trouverai dans mon paysage de proximité l'expertise psychiatrique, etc., qui me garantira que si je lève une hospitalisation d'office, voilà. Donc, ce sont des sujets vraiment, dans l'ordinaire de la responsabilité du préfet, extrêmement sensibles. Et il est très important que lui soit apportée cette garantie par l'ensemble de l'appareil d'État.
Voilà, j'ai bien conscience, sûrement, peut-être pour vous dire, mais enfin, il cherche un peu, peut-être à ne pas répondre directement. Je vous parle très sincèrement, c'est-à-dire que je ne me fais pas d'illusions sur le fait qu'ils ne peuvent pas s'exprimer devant nous avec une sincérité absolue parce que on est dans un rapport d'évaluation. Que poser une interrogation, ça peut être considéré comme un élément d'incertitude et dans cette fonction d'autorité, ils peuvent considérer que c'est une marque d'insuffisance. Parce que ce que nous évaluons, par exemple, c'est la capacité de décision, le discernement. Dans le métier de préfet, il y a un rendez-vous. On a tous une épreuve dans notre expérience professionnelle. Et c'est l'épreuve de l'ordre public. Et ce que nous apprécions, c'est est-ce qu'un préfet saura prendre la décision proportionnée quand il faut décider de mettre en œuvre les forces de l'ordre. J'ai été préfet en Bretagne, avec les manifestations dont on connaît la ténacité. C'est pas indifférent de savoir si on négocie, si on négocie pas, si on autorise l'utilisation des moyens forts, etc. Donc, c'est pour ça que je suis moins ni pertinent ni compétent pour répondre sur les choix d'organisation ou sur parce que vraiment l'essentiel de notre fonction, de cet organisme un peu singulier, c'est bien d'aider les gouvernements et les ministres de l'Intérieur à avoir plus d'éléments d'appréciation pour être en mesure de valider le choix de la représentation de l'État. Et on le voit bien dans les crises qui s'intensifient, que le représentant de l'État doit être en première ligne, trouver le ton qui convient, apporter la réponse à la population, ce qui suppose des talents qui ne soient pas seulement techniques, c'est-à-dire une équation humaine que l'on essaie de cerner beaucoup plus que dans le détail de la mise en œuvre technique de telle ou telle réorganisation. On en voit les résultats et on essaie de percevoir à travers même la manière de manager, la capacité de quelqu'un à créer un rapport de confiance avec des collectivités locales. Il y a bien sûr le rapport de conseil, il y a le contre-légalité, mais il y a quelque chose qui est encore plus fort, c'est le rapport de confiance qui fait que, malgré les divergences politiques ou autres, on peut conduire des politiques publiques parce qu'elles sont l'intérêt général, et on le voit, je dis ça devant le président, quand il s'agit des contrats de projet au niveau régional. On démarre toujours de manière assez éloignée entre ce que l'État reconnaît comme prioritaire dans une région et ce qui est la volonté du conseil régional. Et finalement, le sens de l'intérêt général fait qu'on arrive à se rapprocher, et on se rapproche souvent parce qu'entre le préfet et le président du conseil régional, il y a un rapport plus que le seul rapport entre un représentant de l'État chargé d'un mandat et un président de collectivité qui a aussi une forme de mandat de son assemblée. Et cette capacité à créer un rapport de confiance, elle s'exprime dans la relation avec les élus, mais on a l'intime conviction qu'on doit pouvoir la retrouver dans d'autres moments de la vie, c'est-à-dire le management, c'est-à-dire y compris la relation avec les médias, enfin tout ce qui fait le charisme, la carrure, l'identité d'une personnalité. Voilà, donc Chers collègues, Charles. Oui, le préfet, on a connu une période pas si lointaine, on avait l'impression qu'il y avait dans chaque région, chaque département, plusieurs États, avec des directions, et on voyait de temps en temps des avis qui se contrariaient entre deux services de l'État. Bien, il y a une nouvelle organisation qui est en train de se mettre en place. Moi, j'avoue que je préconisais que le préfet soit le chapeau de tout et le coordonnateur de tout. Il semble qu'on aille dans ce sens-là. Est-ce que c'est ce qui est en train de se faire réellement, ou si malgré tout, avec l'antenne qu'il y a entre les services et le ministère concerné, il y a encore des différences? Et puis deuxième élément, vous avez parlé des agences tout à l'heure. Votre prédécesseur n'a pas eu le temps de me répondre à ma question. Il y a de plus en plus d'agences. On se demande pourquoi faire de temps en temps, mais ça fait rien. Ça place du monde, vous me direz. Mais est-ce que c'est pas un élément qui finalement va contrarier un peu cette nécessité d'avoir un État auquel on puisse, nous élus, s'adresser? Un des axes quand même principaux de la RGPP, c'est bien de résoudre une grande partie des difficultés que vous relevez très justement.
Il suffit de penser au porter à connaissance que fait le préfet à l'égard d'un maire sur la révision des documents d'urbanisme. C'était une agrégation de points de vue qui, pour certains d'entre eux, quand il s'agissait de lutter contre le mitage des zones agricoles dans la périphérie des villes, n'était pas toujours cohérent entre la DDA et le DDE. Un des éléments, ou la direction de l'environnement, ou la DRIR pour les établissements classés, le zonage des zones à risque, etc. Un des éléments constitutifs de la RGPP, c'est bien cela. Déjà, quand j'évoquais le point de vue des directeurs qui gagnaient en intelligence et en compréhension de cette exigence de simplification, c'est que le directeur des territoires, déjà, va être obligé de faire la synthèse qu'avant il ne faisait pas, quand il était DDE ou DDA, où il pouvait s'en tenir au point de vue spécialisé de sa direction, puisqu'il a en lui-même l'ancienne DDA et l'ancienne DDE, et il est obligé de produire le rapport de la direction des territoires, dont personne ne comprendrait désormais qu'il continue à être une expression diversifiée des points de vue de secteurs, de sous-ensembles. Mais par contre, comme ces directions interministérielles ne sont pas exhaustives dans leur rassemblement, le préfet intervient parce que effectivement la DREAL, l'ex-DIREN, reste extérieure à la direction des territoires, et donc il y a, comment dirais-je, un resserrement, mais qui n'est pas à ce point abouti derrière des directions tellement horizontales qu'elles résumeraient et simplifieraient. Donc le préfet là se trouve encore légitimé pour assurer une coordination encore plus globale, et y compris avec les agences comme vous l'évoquez, d'une part parce que par le décret de février 2010 et le circulaire du Premier ministre, le préfet est désormais le représentant et le délégué de chaque agence, lorsque celles-ci n'ont pas d'unité territoriale. Deuxièmement, les unités territoriales de ces agences sont placées sous la responsabilité des préfets. Aucune convention ne pourra être signée. Toutes les agences ? Oui, oui. Aucune convention. Y compris les agences de l'eau et tout ça ? Alors, il y a la part d'autonomie des agences de l'eau, surtout lorsqu'elles sont financées par des taxes, ce qui leur donne une forme d'autonomie. Mais, prenons l'exemple de la politique de l'eau, il est exclu, et d'ailleurs le directeur de l'agence de l'eau sera dans le quart, chaque fois qu'il s'agira d'arrêter la politique de l'eau dans une région, et il sera obligé de s'inscrire. Alors, ce n'est pas dans un rapport d'autorité, parce qu'il y a un dialogue avec... Quand on est dans une stratégie de bassin, le bassin ne se résume pas à la région. Donc, forcément... Mais d'où d'ailleurs cette évolution dans les métiers des uns et des autres de la collégialité. Avant, un directeur d'agence de bassin, un directeur d'agence pouvait, fort de la délibération de ses instances et du point de vue du ministère, s'en tenir à une approche univoque. Désormais, il est membre obligé, lorsqu'il s'agit d'arrêter la stratégie de l'État pour conduire une politique, il est membre obligé du quart, des délibérations qui sont formellement prises, et sauf à s'en affranchir, mais il devra s'expliquer au ministre, où en tout cas le conflit sera élevé, hein, mais l'ensemble de l'appareillage est bien conçu pour qu'il y ait des cordes de rappel pour éviter que l'autonomie des différents démembrements de l'État ne soit supérieure à l'exigence de cohérence et de... Comme je l'ai dit, sûrement il faudra un peu de temps pour que tous les comportements s'adaptent, hein, parce que quand on a eu la culture et l'habitude de l'autonomie, c'est pas évident d'accepter de soumettre ses orientations et ses objectifs à la délibération avec des préfets, avec d'autres services, mais c'est une exigence, et je pense que et représentants de l'État et grandes institutions locales iront dans le même sens. L'intérêt des représentants de l'État comme des grandes collectivités locales, c'est d'obliger l'ensemble de l'appareil d'État à effacer un petit peu la singularité des organisations derrière l'exigence et la politique de l'eau en est l'illustration absolue. Tout à fait. C'est d'ailleurs une des sources de la RGPP. Quand en Bretagne, les décisions individuelles sur les extensions d'exploitation agricole, etc., n'étaient pas en phase avec la stratégie que la France avait défendue devant Bruxelles, parce que on surévaluait le pouvoir réglementaire du préfet de département, l'État s'est fragilisé. Donc personne ne comprendrait désormais
que dans un département, on puisse continuer à autoriser des extensions d'exploitation sans un certain nombre de mesures d'accompagnement sur le traitement des effluents, et que dans un département voisin, il y ait une autre lecture. Donc, à la fois les usagers, les partenaires de l'État et ceux qui sont obligés d'assumer la responsabilité globale de l'État vont dans la même attente, et un des enjeux majeurs de la RGPP sera bien cela, c'est-à-dire de donner plus de force et de cohérence aux politiques publiques, pour l'essentiel, portées par le Parlement. Je vais peut-être une dernière question, je vais vous titiller un petit peu. Oui. J'entends bien, vous me dites, j'y conçois, mais tout le monde nous parle des cartes grises. J'ai encore pas fait le numéro des cartes grises. En disant, mais c'est mieux, puisque maintenant, les gens peuvent prendre leur carte grise chez les concessionnaires. Oui. Hein? Bon. Quand ils vont chez le concessionnaire, ils payent leur carte grise. Ils la payent. Donc, ils vont payer pour payer une redevance. C'est déjà difficile pour celui qui dit je ne veux pas payer pour la redevance. Je vais à la préfecture. Quand il est à la préfecture, il arrive le matin à 7h30 pour la préfecture qui ouvre à 20h30, à 9h30. Puis après, il fait la queue 2 heures. Et moi, j'interroge la personne, je suis allé la voir, qui était à la préfecture. Pas de Besançon, vous avez connu, mais de Dijon. Bon, et la voir. Elle me dit, monsieur, je suis embêté parce que je suis toute seule. Regardez, j'en ai 40 qui attendent, 45. Et puis les concessionnaires viennent me voir eux-mêmes en me disant, mais monsieur le président, pourriez-vous intervenir auprès de monsieur le préfet pour que j'ai mon lot de carte grise qui me permettra de livrer mes véhicules parce que je ne les ai pas. Et quand j'appelle madame X à la préfecture, elle me dit, mais madame, je suis bien content, mais moi, je ne peux pas tout faire, je suis toute seule et j'arrive pas à vous donner vos cartes grises à vous. Donc, c'est ça l'effet. Aujourd'hui, on a réorganisé l'État, parce que tout le monde a parlé des passeports, des cartes d'identité, des cartes grises. Voilà un domaine qui intéresse non pas les collectivités, là, mais les particuliers plutôt, mais ils viennent nous voir dans les collectivités. C'est ça. Alors, est-ce que les préfets vous disent, effectivement, je suis à l'os, j'ai du mal à assumer mes missions aujourd'hui? Non, mais forcément, il y a des tensions. J'étais préfet dans la Haute-Seine, les files d'attente des étrangers le matin, depuis 3 heures du matin, donc on est confronté à ça, et le système est sous tension, avec aussi... Bon, on est dans cette phase de transition. L'objectif fondamental sur la réforme des cartes grises, pour tout d'autre, c'est que l'usager est un guichet unique. Le guichet naturel pour un usager, pour un acquéreur d'automobile, désormais, à 90%, c'est le garagiste. Ah oui. Donc, l'intime conviction de ceux qui ont conçu le dispositif, c'est de dire, plutôt que de l'obliger à démultiplier ses démarches, autant que ce soit le même prestataire qui assure la totalité de la délivrance, et l'intéressé vient, il prend sa voiture, il a la carte grise. On est dans cette phase de transition où il y a encore 20% de cartes grises qui sont délivrées dans les préfectures, et comme il n'y a pas un système d'autorité, il était hors de question d'imposer aux concessionnaires ou aux garagistes, surtout les petits garages dans les zones rurales, de devenir chargé de mission de service public. On est dans cette phase où le système n'est pas complètement abouti, et forcément, déjà les moyens se réduisent puisque on va vers les garages, et en même temps, il faut préserver encore. Je crois que ce que vous dites, de toute façon, le président Edgar Faure disait, une opinion, c'est un fait, et il avait raison, c'est incontestable. Le sentiment, c'est qu'on est dans cette phase de transition où la réforme n'est pas aboutie. Donc forcément, on cumule encore l'inconvénient de la double démarche, où il faut encore maintenir des moyens, alors qu'il est arbitré qu'ils n'auront plus à être là. Et il faut en même temps alimenter le système des garagistes, qui est un système contractuel, aléatoire, pour lequel ils ne sont pas encore complètement avec des personnels formés, etc. Bon. Donc il y a encore des scories dans le système. Moi, je le ressens comme cela, et je pense malgré tout que dans la durée, le fait de dire à un usager vous avez une seule démarche à faire, vous avez un rendez-vous pour votre voiture et vous aurez tout, alors qu'avant vous deviez vous déployer. Alors bien sûr, il peut y avoir des circonstances X ou Y, c'est quand même un progrès par rapport à la démarche avec les contraintes horaires. Et souvent, je disais à mes personnels, pensez que pour quelqu'un qui travaille, c'est lui demander de prendre une demi-journée dans les zones urbaines pour aller faire une démarche. Et bien là aussi, il ira chez le garagiste le samedi, parce que le garagiste est ouvert, et c'est normal commercialement parlant, et de ce fait, ce qui était un surcoût pour lui,
parce qu'on ne quantifiait jamais le coût de la demi-journée que devait prendre la personne qui n'avait pas les moyens de faire appel à quelqu'un d'autre, ou comme à Paris, des agences qui se sont montées pour faire des marches. Donc la vraie égalité républicaine, c'est de dire, vous, quelles que soient vos contraintes, vous aurez un service équivalent par rapport à celui qui peut s'exonérer qui a la liberté de son emploi du temps, qui peut faire appel à des tiers, etc. Donc, mais c'est vrai qu'on est dans cette phase où les arbitrages ont été rendus, il ne doit plus y avoir de moyens dédiés à cette fonction de guichet à la préfecture, et pourtant il faut le maintenir. Et la montée en puissance des garages, avec ce qui peut arriver, mais je crois quand même que l'intime conviction et le sens de cette unicité de l'interlocuteur est quand même une évolution moderne. Merci. Préfet. Merci, ministre, c'est moi qui vous remercie d'avoir fait appel à notre modeste. Merci bien. C'est la fin de ces auditions consacrées à la révision générale des politiques publiques. Pour les revoir, notre site internet publicsénat.fr. Merci de votre fidélité et très belle journée à vous.